Voyons maintenant le thème de suprématie raciale au Rwanda et darwinisme social. Les Européens qui se sont lancés dans l'aventure missionnaire ou colonialiste avaient en tête d'évangéliser le monde et d'apporter la civilisation occidentale à d'autres peuples de races inférieures. Nous avons déjà vu que les théoriciens du darwinisme social avaient développé une idéologie de suprématie raciale et ils avaient divisé l'humanité en trois grandes races distinctes selon la couleur de leur peau. Ici, il faut noter que Darwin lui-même était contre ce détournement idéologique de sa théorie. D'abord, la race supérieure, qui est la race blanche, développée et porteuse de civilisation. Ensuite, les races intermédiaires, moins civilisées, mais capables d'être développées. On trouve ici les peuples de l'Asie orientale. Et enfin, la race noire, sans culture et sans civilisation, condamnés à l'esclavage. Ils avaient donc tous étudié cette théorie de suprématie raciale dans leurs écoles en Europe et ils tenaient cela comme un fait scientifique. Mais dans la région des Grands Lacs et spécialement au Rwanda, ils ont rencontré une particularité inattendue. Ils ont trouvé sur place ces nobles Tutsis de grande taille des clans Nyiginya et Ega qui avaient une main mise sur tout le pays et dominaient d'autres groupes sociaux. Lorsque ces Européens constatèrent leur organisation sociopolitique hautement hiérarchisée et sophistiquée, ils conclurent que ces Tutsis étaient apparentés à la race blanche qui seraient émigrés d'Éthiopie ou d'Asie. Pour eux, selon leur théorie de suprématie raciale, aucune race noire ne peut pas avoir une organisation politique aussi complexe et sophistiquée. Donc, pour eux, les Tutsis sont des blancs avec une peau noire. C'est ainsi que beaucoup de colons et beaucoup de missionnaires, dont la majorité étaient aussi en même temps anthropologues, ethnologues et historiens, commencèrent à publier dans beaucoup de revues de l'époque que parmi les Noirs, les Tutsis étaient considérés comme une race naturellement supérieure d'origine étrangère. Ils affirmèrent avec une certaine conviction qu'ils étaient de type caucasien, ayant les mêmes origines que les Sémites. On peut citer les grands champions de ces théories, comme le père Page, et malheureusement aussi l'enfant du pays, Monseigneur Alexis Kagame. Je dis malheureusement parce que, malgré sa renommée internationale et ses grandes recherches historiographiques, on lui reproche de ne s'être pas distancé de cette vision raciste et erronée de suprématie raciale. Mais d'autre part, on peut le comprendre dans ce sens que, étant l'un des premiers élèves de ces écoles européennes, il n'a fait reproduire que ce qu'il a appris. Dans beaucoup de ses écrits, comme dans Inganji Kalinga, c'est-à-dire le tambour victorieux, il championne pour la suprématie raciale de la race des Tutsis Hamites. Ils étaient donc convaincus que c'était seulement les Batutsis qui étaient capables du développement et les seuls capables de les aider dans la promotion de la civilisation occidentale. C'est ainsi qu'ils ordonnèrent que toutes les écoles de l'État et tous les emplois soient réservés aux seuls Batutsis. Le père Klaas, vicaire apostolique de Monseigneur Hirt, et qui devint plus tard Monseigneur Klaas et vicaire apostolique, s'engagea totalement à promouvoir le soutien du pouvoir Tutsi et il fit tout ce qui était en son pouvoir pour réduire les tendances pro-Hutu au sein du clergé. Parmi plusieurs publications, on peut citer quelques déclarations illustrant l'état d'esprit de l'époque.
Le 21 septembre 1927, Monseigneur Classe écrivit ceci à Mortehan, ouvrez les guillemets, « Si nous voulons nous placer au point de vue pratique et chercher l'intérêt vrai du pays, nous avons dans la jeunesse Mututsi un élément incomparable de progrès. Ces jeunes sont une force pour le bien et l'avenir économique du pays. » Fermez les guillemets. Avec cette expression de Monseigneur Classe, pour l'intérêt vrai du pays, disait-il, ça fait rappeler ce principe des partisans du darwinisme social qui dit, ouvrez les guillemets, comme ce sont seulement les races supérieures qui sont porteuses de développement et de civilisation, pour le bien de l'humanité, il faut empêcher la prolifération des races inférieures et favoriser plutôt l'émergence des races supérieures. Fermez les guillemets. Donc, Monseigneur Classe se place dans la même ligne de cette idéologie. Puisque les Tutsis sont une race supérieure et intelligente, pour l'intérêt vrai du pays, il faut empêcher les Hutus d'entrer dans les écoles et favoriser la race supérieure. Le 15 mai 1928, Monseigneur Classe écrivait à ses confrères, ouvrez les guillemets, il faut choisir des Batutsi car probablement le gouvernement refusera des moniteurs Bahutu. Au gouvernement, dans toutes les branches de l'administration, toutes les places, tant soit peu importantes, seront désormais réservées aux jeunes Batutsi. Fermez les guillemets. Le 3 janvier 1911, le docteur Kant, résident à Loma au Rwanda, écrivait ceci à Monseigneur Classe. Ouvrez les guillemets. La politique du gouvernement impérial doit, dans tous les cas, renforcer l'autorité des chefs et du roi, même si cela aboutit quelquefois à des injustices à l'égard des Bahutus. Fermez les guillemets. Louis Franck, le ministre belge des colonies, qui visitait le Rwanda, écrivait ceci le 17 juin 1920. Ouvrez les guillemets. Il ne s'agit pas, sous prétexte d'égalité, de toucher aux bases d'institutions politiques. Nous trouvons les Batutsi établis d'ancienne date, intelligents et capables. Nous respectons cette situation. Fermez les guillemets. Tout en évangélisant à leur façon et propageant leur civilisation, les colons et les missionnaires ont en même temps planté au Rwanda plusieurs bombes à retardement. Première bombe à retardement. Ils ont fait comprendre aux Tutsis qu'ils sont d'une race supérieure. La classe dirigeante pouvait désormais s'identifier en tant que Hamites et leurs sujets comme des Bantous de race inférieure. Deuxième bombe à retardement. Entre 1920 et 1930, les autorités coloniales belges ont mené des études anthropométriques pour identifier les Hamites qui les aideraient à gouverner parce qu'on leur attribuait des qualités innées pour gouverner. On mesurait la longueur du nez, de la face, la hauteur, le poids, etc. On s'attendait à ce que les Tutsis sont ceux qui ont un beau physique, un long nez et une grande taille. Mais en fait, les conclusions de cette étude furent plutôt décevantes pour eux, puisqu'on trouva ces prototypes dans toutes les couches et toutes les classes de la population. Alors, ils conclurent que les populations se sont mélangées. Mais les dégâts étaient déjà faits, parce qu'ils avaient fini de classer définitivement la population rwandaise en 3 ethnies avec des cartes d'identité, fixant définitivement la fluidité interethnique jadis possible. Remarquez que ces recherches ou exercices anthropométriques ne se faisaient pas seulement au Rwanda, mais aussi ailleurs, comme en Inde ou dans les Amériques. Mais au Rwanda, c'était une bombe à retardement qu'on venait d'opposer. Troisième bombe à retardement. Toutes les écoles et les emplois de l'État étaient réservés aux Tutsis. Les autorités belges, en offrant des postes publics uniquement aux Tutsis,
avait fait naître dans l'imagination des Tutsis, même des petits Tutsis pauvres, le sentiment d'appartenir à un groupe privilégié de la classe régnante, participant aux avantages socio-économiques dont les Hutus étaient exclus. Même si on pouvait trouver des Tutsis très pauvres, et il y en avait beaucoup, ou des Hutus très riches, ces complexes de supériorité chez les uns et d'infériorité chez les autres poussèrent les Rwandais à s'identifier de plus en plus aux catégories socio-ethniques et à forger une conscience ethnique militante. Quatrième bombe n'est pas une bombe en soi, c'est plutôt le terrain social dans lequel toutes ces bombes ont été déposées. Et ce terrain était composé de misère et d'injustices sociales flagrantes. Parfois, j'entends des voix qui évoquent cette période avec nostalgie d'un paradis perdu. Oh, du temps du roi Musinga, disait-il, tout était beau, les gens vivaient en harmonie. Musinga était un grand patriote parce qu'il tenait à sa religion traditionnelle et refusa le baptême des Blancs. Non, c'est du fantasme. Il y avait beaucoup d'injustices sociales qu'ils appelaient parfois la coutume du pays. Il y avait pas mal d'intrigues fratricides, pas mal d'obscurantisme du point de vue moral, social et spirituel. Il n'y a pas grand-chose à envier à cette période. La Deuxième Guerre mondiale et ses tragédies indicibles étaient en grande partie une conséquence logique de ces idéologies racistes et de supériorité raciale qui étaient en vogue depuis plus d'un demi-siècle. Après cette Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était détruite, tout était en ruine. La communauté internationale réalisa avec stupeur la nocivité et des horreurs causées par ces idéologies. Pour la première fois, la communauté internationale se rendit compte que le darwinisme social n'a aucun fondement scientifique, que la théorie de suprématie raciale n'a aucun fondement scientifique. Elle rejeta l'utilisation de la terminologie du mot race pour classifier les espèces humaines. Elle reconnut l'égalité des peuples. En 1948, elle promulgua la Déclaration universelle des droits de l'homme et ordonna aux puissances coloniales de donner l'indépendance au peuple. Cette prise de conscience des droits de l'homme de la communauté internationale eut un impact sérieux sur la situation au Rwanda. Et avec ça, on peut mieux comprendre beaucoup d'aspects de l'histoire de notre pays et les grognements de protestation sociale des années 1950 qui ont conduit à la révolution de 1959 et précipité la chute de la monarchie. Si on ne connaît pas cette position de la communauté internationale d'alors, il y a risque d'incompréhension et de mal interpréter l'histoire du Rwanda. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies adopta le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une trentaine d'articles constituent cette déclaration, dont le premier article dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. En guise de conclusion, chez nous au Rwanda, nous avons senti dans notre chair et dans notre âme les dégâts et les horreurs causés par les idéologies de suprématie raciale, mais jusqu'à présent, les Rwandais n'ont pas eu la sagesse et le courage d'adopter dans leurs coutumes, pas seulement ratifier, la Charte des droits de l'homme. À plusieurs reprises, ils ont raté les occasions de s'asseoir pour regarder ensemble les horreurs causées les uns aux autres à cause de ces idéologies racistes.
Je prie et j'espère qu'un jour, les Rwandais vont s'asseoir ensemble pour écrire en marbre dans les cœurs de tous les Rwandais, ce premier article de la Charte des droits de l'homme. Tous les Rwandais naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je prie que ce jour puisse arriver de mon vivant.